Point à la ligne, le podcast pour les entrepreneurs curieux qui veulent se réinventer. Tous les 15 jours, c'est votre rendez-vous communication pour décoder les tendances qui secouent le monde de l'entreprise. Tout pour comprendre les concepts, les enjeux actuels et prendre les décisions qui impacteront positivement votre business. Point à la ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre podcast Point à la ligne consacré au volet sociétal de la RSE. La RSE est la cape de super-héros de votre entreprise, mais sans les collants moulants, à moins que votre entreprise ait une politique vestimentaire un peu particulière. Nous sommes ravis de retrouver notre invité, Ebon Westphal, dirigeant de Canyon Consulting, consultant en gestion de projet, conduite du changement, pilotage et management et formateur professionnel. Rebonjour Raymond. Rebonjour. Dans cette seconde partie, nous allons explorer davantage l'ancrage territorial des entreprises et leur impact sociaux. Chers auditeurs, installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles, c'est parti. Alors Raymond, quelles sont les parties prenantes de l'entreprise ? On en parle souvent, on en a parlé lors de notre premier épisode. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus clairement en quoi ça consiste et quels sont leurs impacts sur les organisations ? Bien sûr. Alors effectivement, la RSE, quand on parle de RSE, on parle souvent de relations entre l'entreprise et ses différentes parties prenantes. Dans les parties prenantes, on a des parties prenantes qui sont internes, les salariés, les différents collectifs de travail, dans les grandes entreprises, le CSE ou dans les institutions représentatives du personnel, par exemple. Et puis, il y a bien entendu l'ensemble des parties prenantes externes. Les clients, bien entendu, les partenaires, les prestataires, ce sont les principales parties prenantes auxquelles on pense parce qu'il y a des liens économiques que l'entreprise entretient avec ses parties prenantes. Mais nous avons aussi, bien entendu, ne serait-ce que les voisins avec qui on va partager une entreprise à un local, le voisin qui est juste à côté, que ce soit un particulier ou un professionnel, le voisin qui est de l'autre côté, que ce soit un particulier ou un professionnel. Ce sont finalement des parties prenantes un peu plus éloignées, mais qui vont quand même nourrir des interactions avec l'entreprise, ne serait-ce que par exemple elles vont partager un même parking ou un même trottoir de rue ou un même parc derrière, imaginons le studio dans lequel on fait cet enregistrement. Donc ça, c'est l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. C'est pas uniquement, on va dire, le premier cercle quand on pense à l'externe, clients, partenaires, prestataires, fournisseurs, mais bien entendu l'ensemble des acteurs institutionnels, entreprises, particuliers qui vont avoir des interactions en fait avec l'entreprise. D'accord, très bien. Alors du coup, quelles sont leurs interactions, on va dire, directes ou indirectes avec les organisations ? Comment on les intègre dans cette démarche RSE ? Alors comment on les intègre dans cette démarche RSE ? Si on prend les parties prenantes les plus directes, donc clients, partenaires, prestataires, fournisseurs, finalement, c'est questionner un petit peu les relations de travail qu'on a avec eux. Questionner la manière dont on relationne, à la fois juridiquement, économiquement, ou ne serait-ce que humainement. Essayer de travailler de concert pour améliorer la qualité de ces relations. Ça peut aussi les faire participer aux démarches de questionnement interne de l'entreprise. Moi, quand il y a des entreprises qui se lancent dans des démarches RSE assez ambitieuses, souvent, mes clients, je leur dis, allez questionner ce que les clients aussi attendent de vous, allez questionner ce que les parties prenantes attendent de vous, prestataires, fournisseurs, parce que c'est pas juste une démarche qui va être auto-centrée sur vous, entreprise, qu'est-ce que vous voulez pour vous et avec les autres. Non, il faut aussi, quand on dit avec les autres, il faut aller chercher leurs opinions, leurs envies, leurs attentes. Et au cœur de la RSE, il y a bien le questionnement sur les attentes des différentes parties prenantes. Voilà. Ok. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de l'ancrage territorial des entreprises ? C'est un terme dont on entend beaucoup parler justement sur ce volet-là. En quoi ça consiste et qu'est-ce qu'il peut développer, en tout cas ce qu'il peut améliorer pour les entreprises ? Alors, dans un monde, on va dire, de plus en plus connecté, de plus en plus où tout va vite, où on se déplace de plus en plus, on va de plus en plus loin, en fait, on a quand même, déjà dans nos modes de vie personnels, l'envie de revenir plus à du local et à se questionner sur ce qu'on achète, à se questionner sur la manière dont on vit dans notre village, dans notre quartier, et sans forcément aller toujours tisser des relations personnelles ou professionnelles aux quatre coins du globe ou de la France. En fait, c'est exactement la même chose, mais transposée au monde de l'entreprise, où on va essayer d'inciter un petit peu l'entreprise à se questionner de plus en plus sur ses impacts au niveau local. Quand on parlait par exemple de les relations avec les voisins, il y a une fête des voisins quand on est particulier. Voilà. L'entreprise, on pourrait peut-être aussi se dire ça, c'est-à-dire qu'une fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an, on pourrait peut-être faire des équipes
d'entreprises différentes qui partagent parfois un même immeuble, qui se croisent quasiment tous les jours ou presque dans des ascenseurs, se parlent vraiment et puissent tisser un petit peu des liens, pas uniquement pour le plaisir de tisser des liens, mais ne serait-ce que parce que aussi elles participent de l'entretien d'un même bâti, parce que elles partagent le même espace de vie, le même parking, le même immeuble, les mêmes lavabos partagés, ou voilà, ce genre de choses. Donc c'est ni plus ni moins que finalement le circuit court, on va dire, mais appliqué au monde de l'entreprise. D'accord. Alors, comment cet ancrage, ou comment l'ancrage de vous, par exemple, de votre entreprise, il impacte positivement la vie locale ? Alors, on aimerait bien croire qu'il impacte positivement la vie locale. En tout cas, on fait ce qu'il faut pour essayer de l'impacter de la manière la plus positive possible. Mais c'est pas forcément toujours évident. Mais en tout cas, on essaye de le faire. Et moi, j'incite les entreprises effectivement à le faire. Mais ne serait-ce que nous, par exemple, on est dans un local, des bureaux des bureaux qui sont dans un immeuble partagé avec d'autres entreprises. On essaye en tout cas, tisser des relations déjà de bon voisinage avec les entreprises et d'être, si ce n'est porteur d'impact positif, en tout cas pas porteur d'impact négatif. Voilà, ne serait-ce que faire attention où est-ce que les gens qui fument pour pas embêter les voisins, ne pas faire trop de bruit pour entretenir des relations de bon voisinage, se rendre disponible lorsqu'il y a des sujets de collectivité à traiter, c'est déjà, on va dire, une base. Mais ce qui serait intéressant, en tout cas, c'est que pour toutes les entreprises, c'est d'aller un peu plus loin et peut-être de questionner comment positivement on peut avoir un impact sur une vie de quartier, par exemple. Il y a à Tours, pour ne pas les citer, mais on les reconnaîtra, plusieurs pépinières d'entreprises, par exemple, qui sont dans des quartiers prioritaires de la ville et qui questionnent en fait la relation de ces entrepreneurs qui sont parfois à leur compte ou dans des petites entreprises, qui viennent de créer une entreprise ou l'entreprise qui a déjà 3, 4 ou 5 ans. Comment cet écosystème d'entrepreneurs qui vit dans sa bulle peut aussi avoir un impact positif sur l'environnement direct, peut-être des jeunes de quartier qui sont un peu plus loin de l'entrepreneuriat et qui sont en attente ou peuvent être en attente de relations avec ces personnes. D'accord. Alors, est-ce qu'on parle aussi de soutien au développement social du territoire ? Comment les entreprises peuvent contribuer au développement de l'employabilité locale ? On parlait des jeunes des quartiers, par exemple, pourquoi pas ? Comment ça peut participer à cette gestion territoriale, on va dire, de l'emploi ? Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, quand on parle d'action locale, il y a l'emploi. Il y a déjà aussi le fait d'acheter des produits locaux ou d'acheter à des fournisseurs qui sont sur le territoire. Ça permet de créer de l'emploi, ça permet de préserver de l'emploi. Donc, il y a ce que l'entreprise peut faire directement, ou ce qu'elle peut faire indirectement en faisant ses achats localement. Et puis, je pense que les entreprises ont une responsabilité intéressante importante dans la formation des nouvelles générations, en tout cas. Peu importe l'âge, que ce soit à 16 ans, dès 16 ans ou à 20, 25 ans après des sorties d'études un peu plus longues de formation. Donc ça peut, c'est proposer des stages, des alternances, des choses que beaucoup d'entreprises déjà font, mais que j'encourage à développer parce que ça permet de former des nouvelles personnes et puis d'insérer sur le marché du travail des personnes qui ont besoin de l'être. D'accord, très bien. Alors, j'ai une question qui est très intéressante et du coup très récente. Le CSRD, donc c'est un nouveau reporting extra-financier qui est valable depuis le 1er janvier 2024 pour toutes les entreprises. Qu'est-ce que c'est exactement que le CSRD et surtout quels sont ses impacts pour les entreprises ? Alors, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, un reporting extra-financier. Alors déjà, il faut dire que les entreprises, notamment les grandes entreprises, les entreprises cotées, les petites entreprises ont très peu d'obligations de reporting. Elles ont même, en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, pas l'obligation de publier leurs comptes. Mais plus l'entreprise grossit, et notamment les entreprises qui sont cotées sur des marchés financiers, ont des obligations de reporting qui sont déjà financiers. C'est-à-dire de voir comment les comptes en fait sont construits et sont le chiffre d'affaires en tout cas est utilisé dans l'entreprise, et ça existe depuis très longtemps. Ce sont des obligations qu'on appelle de contrôle interne ou d'audit et de reporting finalement, puisque c'est des entreprises qui ont des comptes qui sont audités, donc des auditeurs qui vont dire les comptes sont fidèles et reflètent bien la réalité de ce qui se passe dans l'entreprise, et ce sont des obligations qui aux États-Unis et en Europe ont plus de 20 ans. Voilà. Et à ces obligations de reporting financier, avec le temps,
se sont ajoutés plusieurs reporting extra-financiers sur notamment des questions de durabilité. Donc de RSE en fait. Voilà. Et le CSRD, c'est justement la dernière directive européenne qui impose aujourd'hui en fait à certaines entreprises, qui avec le temps va élargir pour englober le maximum d'entreprises, mais qui impose en fait un reporting de durabilité. C'est-à-dire que les entreprises vont devoir publier et suivre un certain nombre d'indicateurs de durabilité sur les champs de la RSE. Voilà. Pour montrer qu'elles sont en fait soutenables. Parce que la RSE, on parle souvent de sens, voilà, il y a l'environnement, protection de l'environnement, le social, mais en fait derrière la RSE, c'est la question de la durabilité qui se pose. C'est un petit peu une entreprise RSE, c'est une entreprise développement durable, en gros. Hein. C'est-à-dire quand on vient aux racines de ce que c'est que la RSE, c'est ni plus ni moins que appliquer au champ de l'entreprise les objectifs et les principes du développement durable, c'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui ne doit pas altérer la capacité des générations à venir à vivre sereinement et bien sur cette planète, quoi. En gros, voilà. Donc pour l'entreprise, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire ce qu'on fait aujourd'hui participe à la durabilité de l'entreprise, que ce soit au bénéfice interne des salariés, mais aussi des clients, parties prenantes, prestataires et de la société dans son ensemble. Alors, quel impact ça peut avoir sur les entreprises ? Parce que j'imagine que les entreprises vont devoir se préparer, en fait, oui. à répondre à tous ces critères. Donc, comment ça va se passer dans le dur, en fait ? Oui, et en plus, se préparer au pas de course, parce que ça fait quelques mois, il me semble que cette directive, voilà, en tout cas, est connue. Et au 1er janvier, donc là, il y a une première partie d'entreprises, en fait, les plus grosses, qui sont concernées. Et puis après, chaque année, là, pendant 3 ans, on va voir, le scope des entreprises va s'élargir. En fait, si ça effectivement, hein, comme vous dites, ça nécessite quand même de pas mal se préparer, parce que ça nécessite notamment de penser un petit peu ces objectifs de durabilité. Alors beaucoup d'entreprises ont déjà, n'ont pas attendu cette directive pour le faire, mais ça va penser aussi ça va obliger les entreprises à devoir construire de l'information sur ces objectifs et surtout être dans une obligation de transparence sur est-ce qu'on les atteint, est-ce qu'on les atteint pas, si on les atteint pas, pourquoi, et puis d'aller proposer des axes d'amélioration. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, je trouve, et qui va inciter les entreprises à être de plus en plus volontaristes et transparentes sur des critères RSE. Voilà. Donc, Aymon, j'ai une dernière question. Quel conseil vous donneriez à une entreprise qui veut se lancer, qui veut aborder, on va dire, ce volet sociétal de la RSE ? Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est avant de se lancer tête baissée quelque part ou dans une direction, c'est d'abord de penser à l'ADN de l'entreprise et à sa raison d'être. Aujourd'hui, la raison d'être, c'est une notion, en tout cas un concept qu'on développe de plus en plus dans les entreprises, et c'est indispensable de questionner d'abord la raison d'être de l'entreprise avant de se lancer dans une démarche RSE, puisque ça va permettre en fait de déterminer des actions, une démarche, des objectifs qui sont en cohérence avec l'ADN de l'entreprise. Donc la raison d'être, c'est ni plus ni moins que le métier, l'impact déjà que le métier a autour de soi, ou l'impact de l'entreprise a dans le monde, ou en tout cas dans son environnement propre à minima. Et avant de penser une direction en termes de RSE, se poser la question de aujourd'hui, quel est l'impact de l'entreprise et comment on peut l'améliorer après dans un second temps, c'est quelque chose d'important. Et questionner la raison d'être me semble être une porte d'entrée intéressante, parce que ça va vraiment, on va parler des valeurs, on va parler des tripes de l'entreprise, on va parler de ses méthodes de fonctionnement, de son métier, de son apport, de la manière dont elle relationne déjà avec ses parties prenantes. Et en plus de ça, en plus d'être intéressant, c'est aussi une démarche qu'on soit dans une toute petite entreprise ou dans une très grande entreprise, qu'on peut mettre en place et qui fédère des collectifs assez facilement. Super. C'est malheureusement la fin de ce podcast. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que cette plongée passionnante dans l'univers exaltant de la responsabilité sociale des entreprises vous a éclairé. Vous savez maintenant que chaque décision, chaque coffee break peut être une opportunité de laisser une empreinte positive. Oubliez les caps, oubliez les masques, les super pouvoirs se cachent dans les choix conscients et les actions responsables. Au final, la RSE, c'est comme une plante verte dans votre bureau. Elle nécessite de l'attention, mais elle peut faire des miracles. Un immense merci à Aymon, notre guide du jour, notre expert en bonnes actions corporatives,
qui a partagé avec nous les clés pour transformer nos entreprises en super-héros du quotidien. Merci beaucoup, Aimon. Mille merci également à l'agence CMS, à Kin Studio et à Semaprod pour la réalisation de cette émission. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires et de partager notre podcast. Sur ce, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, restez curieux, restez engagés et n'oubliez jamais que les petites actions peuvent avoir un impact colossal. Portez-vous bien et continuez à changer le monde, un épisode à la fois. Ciao! Point à la ligne.